Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Aujourd'hui, nous allons aborder un fait historique, puisque la communauté tamoule de la Réunion, et à travers Tamil Sangam, va commémorer, j'allais dire, la mémoire des ancêtres. Bonsoir Tamil Sangam, vous êtes président de Tamil Sangam, et bonsoir à Marie-Marthe Loto. Bonsoir. Donc vous êtes également de Tamil Sangam. J'allais dire commémoration... comment on peut définir ça? On peut définir l'événement qui se prépare pour le 22 septembre. Le dimanche 22 septembre, l'objectif, c'est déjà sensibiliser l'opinion publique sur la souffrance de nos anciens, ceux qui sont venus sur place, et qu'il faut une pensée très forte en ce jour, et surtout que ce jour est consacré aux défunts. Ce jour est consacré aux aïeux, aux défunts, dans notre propre calendrier tamoul. Et donc, c'est une journée très importante. Alors, on va remettre tout dans le cadre. Alors, l'engagisme officiellement démarre après 1848, mais les Indiens, surtout les femmes, venues du comptoir du Portugal en Inde, sont arrivées plus tard, parce que les femmes indiennes constituent le socle du peuplement de la Réunion. Alors, quand on dit on commémore, on essaye de, surtout au Lazaret, parce que tous ceux qui arrivaient par bateau ont été mis en quarantaine au Lazaret. C'est pour ça que l'événement aura lieu déjà au Lazaret. Oui, parce que Lazaret, pourquoi Lazaret? C'est parce que, comme vous avez bien dit, les bateaux, les navires accostaient même directement à la grande chaloupe, une ancienne jetée sur place. Et ces Indiens étaient mis en quarantaine, le temps d'observer s'il n'y a pas de maladies infectieuses, etc. Il y a une ancienne infirmerie, il y a des dortoirs, etc. Et il y a même un cimetière à côté. Oui, un cimetière à côté. Et donc, et c'est après qu'on les répartissait dans différents établissements. Et donc, ils sont tous plus ou moins passés par là. D'où l'objectif de l'association, c'est déjà à l'époque, quand on a découvert ce Lazaret, il était dans un état d'abandon. Et il y avait l'équipement qui occupait une partie des bâtiments, mais tous étaient complètement en désuétude. Et l'ancienne infirmerie, le toit était brûlé. Et donc, c'est à cet état-là que dans les années 89-88, on a découvert Lazaret. D'accord. Marie-Marthe Loto, vous êtes également de Tamil Sangam. Là, est-ce que vous avez fait votre généalogie pour savoir qui, dans votre lignée familiale, a débarqué Effectivement. Ouais. Je suis en train de le faire d'ailleurs. Ouais. Et il y a une société, une association qui aide les gens à retrouver. D'ailleurs, mon passeport indien est en cours. Je vais le recevoir bientôt, là. Alors, on va expliquer une chose. Quand on dit le passeport indien, et Salvam va sans doute consolider ce que je vais dire, c'est la 4e ou la 6e génération, je ne sais plus. Ça y est, c'est supprimé, cette histoire d'obligation de génération. En fait, qu'importe la... Qu'importe. C'est-à-dire que du moment que vous pouvez prouver que vous avez une ascendance qui est née en Inde, oui. 2e, 3e, 4e, 5e, et qu'on a la preuve, on peut faire une démarche pour avoir, non pas un passeport, mais un statut qu'on appelle citoyen de l'Inde. Ah, d'accord. Citoyen d'origine indienne, pour être plus précis. Et donc, c'est pas un passeport, c'est un statut qu'ils ont créé, de manière à ce que ces descendants, des gens de 3e, de toutes ces générations, puissent retrouver aussi le lien avec le pays de leurs ancêtres, et donc qu'ils puissent voyager librement, qu'ils puissent séjourner librement, qu'ils peuvent faire des études librement, qu'ils peuvent même faire du business, l'affaire avec l'Inde. Donc, cette carte permet d'éviter d'avoir un visa, de prendre le train ou l'avion. Exactement. Lorsque vous aurez cette carte qui dit que vous êtes citoyen de l'Inde, ça vous évitera de demander à chaque fois que vous allez voyager, de demander un visa. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Et donc, beaucoup de personnes s'adressent à Tamil Sangam pour les aider à trouver ce document et à constituer le dossier, donc on peut les conseiller. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir à quel moment on pourra prendre une émission, pour expliquer les démarches et voir comment on peut faire tout ce... Parce que la question est simple. Là, à La Réunion, il y a eu beaucoup de métissage. Et les gens qui sont autour des temples aujourd'hui n'ont pas forcément les mêmes traits qu'il y a 30, 40, 50 ans. Donc,
Être malbar, aujourd'hui, c'est autre chose. Ça n'a aucune importance. Voilà. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que d'avoir une traçabilité d'une ligne donnée. Qu'on soit métissé, pas métissé, ça n'a pas de problème. Au contraire, il y a beaucoup de... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure avec Madame Loto, c'est la généalogie. Regardez dans son arbre généalogique la lignée familiale, tous ces liens qu'on a avec l'Inde. Avec l'Inde. Oui. Alors, votre famille à vous est arrivée en quelle année ? Alors, moi, j'ai pas vraiment connu mes grands-parents, tout ça, hein, parce qu'ils étaient morts depuis très, très longtemps. Mais enfin, j'ai pu avoir il y en a qui viennent de Calcutta, il y en a qui viennent de Mumbai, par exemple, des trucs comme ça. Mais après, réellement, les dates et tout, je connais pas encore. J'ai pas encore tous ces éléments. Selvam Shanmugam a fait sa lignée. Moi, je suis un cas particulier, je suis de la 2e génération. D'accord. Donc, je suis arrivé même à la rigueur bébé. Et c'est mon père qui était fonctionnaire, qui a été muté à l'époque. Et donc, il était d'origine de Pondichéry. Et donc, ce qui fait qu'il a débarqué ici dans les années 60. Et comme en plus je suis fils unique, donc il n'y a pas de 50 branches qui émanent. Et donc voilà, donc j'ai toujours grandi, fait mon école maternelle, primaire, secondaire, lycée, université, tout à Saint-Denis. Donc voilà un petit peu mon parcours. Est-ce que les Indiens, les Réunionnais d'origine indienne, travaillent aujourd'hui sur la généalogie ? De plus en plus. De plus en plus. Moi-même j'étais étonné. Qu'il y a beaucoup d'associations de recherche généalogique qui existent, et souvent dans des manifestations, je vois qu'il y a un tel qui a mis un stand de généalogie et que ça attire toujours beaucoup de monde. Donc il y a une soif de connaître un peu ces lignées, et c'est dans cette soif de remonter un petit peu le temps, et on voit cette passion, cet attachement envers nos ancêtres, envers nos anciens, et on le voit, on le ressent. Alors, tout à l'heure, vous avez dit les souffrances des ancêtres. Alors, d'abord, cette souffrance, elle commence dès leur départ de l'Inde. Parce que ceux qui partent de l'Inde sont des gens démunis. Souvent, ils n'ont pas à manger tous les jours. Et ceux qui viennent sont vraiment des gens qui sont dans le besoin. Oui, parce que forcément, quelqu'un qui est nanti et qui a tous les moyens financiers, fonciers, tout ça, ne va pas prendre les cales d'un bateau pour aller vers l'inconnu. Donc ces gens qui ont quitté, forcément, ils étaient dans une situation de pauvreté, de précarité à ce niveau. Et donc, on a fait miroiter à ces gens aussi l'Eldorado réunionnais. Enfin, de Bourbon. On a fait miroiter. Alors, si on reprend les contrats qui ont été signés, c'est vrai qu'il y a des choses dans les contrats. Qui n'ont pas été respectés. Donc on a fait miroiter. Donc imaginez que cette personne qui prend les cales d'un bateau en se disant que donc voilà, il va réussir sa vie et qu'il va revenir, retourner en Inde. Parce que ça, c'était un des éléments qui était vraiment prépondérant dans le contrat, c'est qu'ils reviendront au bout de quelques temps. Voilà. Donc il va retourner et donc il aura un statut social dans son propre pays en Inde. C'est comme ça que ça a été présenté. En plus, dans notre querelle franco-britannique, à ce niveau. Parce que la France a discuté de ce contrat avec les Britanniques, pas avec les Indiens. Voilà, pas avec les Indiens. Ouais. Donc, ce qui fait que dans le cadre de conflits, de rivalité entre deux puissances coloniales, donc ces Indiens étaient des victimes. Et donc, on les a fait miroiter parce qu'on avait besoin de la main-d'œuvre dans les colonies. Pas seulement à La Réunion, mais aux Antilles, etc. À Haïti, par exemple. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on les a fait miroiter. Et d'ailleurs, j'étais très content, dans une émission à la télé indienne, ils ont parlé de l'émigration des engagés indiennes, et on a eu des descendants des Martiniquais, des Antillais, qui ont dit que leurs arrière-parents ont fait un voyage de 1 an. Depuis l'Inde, ils ont voyagé dans le bateau 1 an, et ceux qui mouraient dans les bateaux, ont jeté le cadavre à la mer. Et donc, si ça, ce n'est pas une souffrance, qu'est-ce que c'est ? Et autre chose dans cette souffrance, c'est que ils arrivaient là, ils étaient perdus, ils parlaient pas la langue, ils devaient travailler, et en plus, ils devaient payer tous les services avant d'avoir un statut pour vivre vraiment. Il fallait qu'ils payent le voyage, il fallait qu'ils payent tout ce qu'ils ont pu, et même leur repas, il fallait qu'ils aient de quoi. Il fallait vraiment travailler un peu, c'était un état de semi-esclavage.
Oui, je dirais même plus que ça, parce qu'en fait, ils endettaient. Ouais. C'est-à-dire qu'avant même de gagner de l'argent, parce qu'on leur a fait croire que ça va être l'Eldorado, et finalement, ils se retrouvent couverts de doutes, de dettes, et beaucoup se sont suicidés. Donc on n'en parle pas beaucoup de ces suicides de ces Indiens engagés, et parce qu'ils étaient pris jusqu'à la gorge avec des dettes qu'on devait aux maîtres, etc., etc. Donc c'est vraiment une période parce qu'il fallait qu'ils payent leur installation. Oui. Qu'on leur donne un boucan, à l'époque, c'était vraiment un boucan pour pouvoir dormir. Et... Ouais. Effectivement, c'était un boucan. C'est pour ça qu'on s'est dit, c'est important pour nous de choisir un jour dans notre propre calendrier. Non pas dans le calendrier des colonisateurs, dans le calendrier chez nous. Et donc c'est pour ça que nous sommes en coordination avec les prêtres. Nous avons choisi ce dimanche 22 septembre pour faire un rassemblement de prière. D'accord. Alors qu'est-ce qui va se passer ce dimanche 22 septembre au Lazaret? Ce dimanche 22 septembre, comme nous avons déjà fait dans le passé, c'est-à-dire un rassemblement de prière, principalement. Donc un rassemblement de prière pour rendre ses hommages. Et après, chacun peut lire des poèmes ou des prières ou même prendre le micro pour dire un mot. Ça, c'est l'aspect un peu rituel à ce niveau-là. Mais, allez-y. En plus de ça, on va aussi, quelqu'un de l'association va faire une synthèse sur l'histoire de ces Lazarets, parce qu'il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Donc, on fera une explication succincte sur l'existence même de Lazaret. Et après, on essaiera aussi de faire une visite guidée des bâtiments qui sont là sur place. Il y a une chose que je vais vous poser la question à tous les deux. On parle de la souffrance de nos ancêtres. Est-ce qu'à un moment, vous pensez que cette souffrance-là, elle est en vous? Quelque part, je pense que oui, quand même. Sauf que nous, on a évolué, on a plus de possibilités maintenant. Moi, je dirais oui. Cette souffrance est permanente. Alors, elle nous a marqué, elle nous a gravé dans notre... Alors, je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question-là. Pour ceux qui étudient ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire que dans l'ADN qui se transmet de génération en génération, il n'y a pas que les aspects physiques, il n'y a pas que certains éléments, mais il y a tout. Il y a y compris l'émotion, donc la souffrance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre la souffrance de leurs ancêtres. Et c'est quelque chose que je trouve ça paradoxal, parce que je trouve que les descendants d'Indiens, enfin ceux qui sont nés j'allais dire d'une relation au moins avec quelqu'un qui descend de l'Inde, pas qui vient de l'Inde, mais qui est héritier des descendants de l'Inde, c'est qu'ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils ont cette souffrance-là. Mais en fait, là je parle plus en tant que médecin, mais en fait, souvent j'entends dans les propos de certains qu'il faut tourner la page. Et qu'il faut que nous sommes à La Réunion dans une espèce de répétition à ne pas finir, de commémoration des ancêtres. Mais ils se rendent pas compte. Et ça m'a fait très mal au cœur, parce que je vois c'est vrai que La Réunion est pris dans une espèce de modernisme, on sait plus où on va, mais c'est pas une raison pour moi, pas parce que nous avons amélioré peut-être nos biens matériels, mais je veux dire, on ne peut pas tourner la page, et c'est ancré dans notre psychologie, dans notre psyché. C'est ancré. La question est beaucoup plus simple. C'est quoi tourner une page? Est-ce que... Bon, je vous pose la question. Si vous devez penser que vous avez en vous tout ce que vos ancêtres ont envoyé de génération en génération, combien de millénaires d'histoire vous pensez avoir en vous? En nous? Pour moi, personnellement, en tout cas, je peux parler que à mon nom, mon histoire de mon héritage culturel, religieux, spirituel remonte depuis l'existence même de la culture dravidienne, depuis l'histoire même du peuple dravidien. Ça veut dire qu'on va remonter à 1500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où les Africains arrivent dans la vallée de l'Indus. Oui, dans la civilisation de la vallée de l'Indus. Ouais. Quand j'apprends que on avait construit des centres urbains, des villes entières, avec un système d'évacuation de l'eau, de l'arrivée de l'eau fraîche, avec un système très développé, etc.
j'en suis fier. 1500 ans avant, c'était les Sumériens qui faisaient la même chose en Mésopotamie. Et quand j'apprends que cette langue tamoule, qui est notre langue ancestrale, et qui ne reste plus que des prières en tamoul. Alors, est-ce que c'est dérivé ou non du sanskrit? Non. Non, justement, elle est plus ancienne que le sanskrit. Ah, d'accord. Et donc, cette langue tamoul, c'est la langue de mes ancêtres, c'est la langue de la lignée jusqu'à cette civilisation de la vallée de l'Indus, et que donc, elle est réputée être la langue la plus ancienne au monde, encore parlée de nos jours. Elle est plus ancienne que toutes les langues existantes de nos jours. C'est ce qu'on appelle une langue cunéiforme, je crois. Voilà. Donc, en fait, il y a, dans les langues indo-européennes, il y a les langues d'origine sanskrite, l'hindi, le gujarati, etc. Il y avait le sumérien, il y avait l'araméen, il y avait quand même des langues anciennes, ça fait quand même pas mal de... Et les langues européennes, le latin, etc. Et parallèlement, il y a aussi des langues dravidiennes. Ouais. Et donc, dans ces langues dravidiennes, le tamoul était la langue d'origine qui est donc la plus ancienne au monde, encore parlée de nos jours. Même si, quand les Indo-Européens arrivent sur le nord, à partir de, on va dire de zéro, à partir de Jésus, de la naissance de Jésus, c'est quand même la religion dravidienne qui va s'élargir sur le territoire indien. Bien sûr, l'hindouisme actuel est fait de brahmanisme et des cultes anciens de shivaïsme, de dravidien, et qui ont fait une synthèse et qui est l'hindouisme d'aujourd'hui. Mais ceci dit, Shiva, on a trouvé des statues de Shiva qui datent de l'époque de la vallée de l'Indus. Donc, ce qui fait que le culte de Shiva, comme Zeus, chez les Romains et chez les dieux grecs. Zeus chez les Romains et c'est Jupiter chez les Grecs. D'accord. Ouais. Voilà, donc il y a des similitudes extraordinaires. C'est l'inverse, il y a des similitudes extraordinaires. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai dit, nous, sur un petit caillou à la Réunion, sans prétention, sans dire que nous sommes le centre du monde, je ne suis pas là pour dire ça, mais je veux dire nous sommes héritiers d'une grande et belle civilisation plusieurs fois millénaires. Donc venir le dimanche 22 septembre, commémorer ce que ces anciens, ce que ces descendants, c'est des gens qui ont souffert, dont certains sont morts dans les bateaux, etc., qui sont venus, je pense qu'il faut rendre hommage à ces gens-là. D'où l'idée d'inviter tout le monde. Vous avez déjà été en Inde, Madame Noto? Très souvent. Très souvent? Oui. D'accord. Vous ressentez ces liens avec... des endroits précis, par exemple, quand on est en Inde, ah oui. Dès qu'on pose ses pieds sur l'Inde, là, sur le sol indien, on ressent vraiment certaines sensations qui nous prend, quoi. Oui. Et puis après, d'aller dans des endroits où on sait qu'il y a eu déjà des souffrances, quoi. Il y a eu ça, il y a eu des endroits un peu qui sont encore maintenant très, très dans des situations très précaires. Ça donne une autre vision de la vie que quand on est à La Réunion, d'accord? Après, quand on va dans les temples et tout, là, c'est autre chose. Soit on l'est, soit on l'est pas, mais on le ressent. On le ressent, en tout cas. On le ressent. Juste une petite anecdote très émotionnelle, parce que dans les années 70, quand j'accompagnais moi-même des amis ou bien des gens qui voulaient aller en Inde pour la première fois, et quand on descendait dans ces années 70 de l'avion, à l'époque, il n'y avait pas de couloir comme maintenant. Oui. On descendait les sur le tarmac. Oui, sur le tarmac. Donc, ce qui fait que quand on descendait en bas du tarmac, tout le groupe que embrassait au sol. Ils embrassaient au sol. Ils s'agenouillaient. Moi-même, j'étais dit, voilà, j'ai dit, c'est en plein piste d'avion. Les employés, les ouvriers, ils regardaient qu'est-ce qui arrive à ces gens-là qui embrassaient le sol. Mais c'est la beauté de notre pays, parce qu'on est très respectueux et on a de nos anciens du pays d'où nous sommes originaires. Et il y a quelque chose aussi qui est paradoxal. À La Réunion, les descendants des Indiens qui sont venus travailler, des engagés indiens qui sont venus travailler à La Réunion, leurs descendants continuent à faire vivre quelque chose qui vienne d'eux, mais qui n'existe plus forcément en Inde. Bien sûr. Oui, bien sûr. Comme j'allais dire une petite anecdote aussi sur quand moi je suis partie en Inde la première fois, j'étais à Mumbai.
Et dès que je suis descendue de l'avion, justement, j'ai vu, il y avait, pour moi, c'était le brouillard comme à la plaine. Ça remonte à 23 ans de cela. Hein. Pour moi, c'était le brouillard de la plaine. En fin de compte, c'était la pollution. Là. Ouais. Mais en fait, la question que vous avez posée, c'est-à-dire que des choses qui n'existent plus en Inde, effectivement, nous avons gardé les traditions de l'époque dont nous avons émigré, c'est-à-dire des années 1800 et quelques. Et que donc, nous sommes restés un peu dans cette tradition-là. Et l'Inde a évolué, moi je dirais même peut-être pas forcément dans le bon sens, hein, c'est-à-dire c'est matérialisé, c'est modernisé, tout ce qu'on veut. Et une fois, lors des actions de Tamil Sangam, nous avons fait venir une actrice du sud de l'Inde. Et quand elle est venue ici, j'ai vu le choc que ça provoquait chez elle. Et finalement, elle était ébahie par le fait que tout ça a disparu, ou presque disparu en Inde. Ouais. Et elle disait, mais docteur, la mémoire de l'Inde est ici, à La Réunion. Exactement. Et elle n'est pas la seule à l'avoir dit, parce que j'ai eu une anecdote également d'un monsieur qui est venu de l'Inde et qui est venu voir ce que les Réunionnais d'origine indienne faisaient revivre à La Réunion, et que ce côté de l'indianité, elle est à La Réunion. Elle n'est pas forcément en Inde. C'est pour ça que moi je parle souvent du mot indo-réunionnais. Ah. Et en disant que nous avons gardé des belles valeurs de l'Inde, et nous avons aussi préservé ce qui doit être préservé à un minimum. Maintenant, à nous, associations, de promouvoir la connaissance. Parce que c'est vrai que c'est une connaissance, malheureusement, qui a été de transmission orale, mais quand on dit transmission orale, donc il y a quand même de génération en génération, ça se perd. Il faut que tout le temps se réapproprier et promouvoir la connaissance. D'où d'ailleurs l'objectif même de Tamil Sangam. Quand nous avons lancé le nouvel Antamol à l'époque, quand nous avons lancé le Dibavali à l'époque, le thème de la non-violence, etc., c'est toujours dans le sens de promotion de la connaissance. On arrive à la fin de cet échange. On va rappeler donc le rendez-vous de l'événement. Donc dimanche 22 septembre à 9h. Donc tous rendez-vous au Lazaret à la Grande Chaloupe. Et tout le monde, pas que les toute la Réunion. Toute la Réunion est invitée. De toute façon, voilà. Toute la Réunion est invitée pour une simple raison. Il y a aussi une chose qui s'est passée depuis l'engagisme, c'est le fait qu'il y a eu ce métissage, oui. Et que le Réunionnais, s'il est indien, il est aussi africain, il est aussi cafre, il est aussi chinois, il est aussi métropolitain. C'est un ensemble de choses. Hein, oui. Voilà. Donc, rendez-vous le dimanche 22 septembre à 9h au Lazaret pour cette commémoration et hommage aux engagés indiens qui sont venus à La Réunion. Merci à vous deux, merci Marie-Marthe Leto et merci à Selvam Chanougam. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.